Bon, chers amis, chers collègues, après ces introductions magnifiques de Thomas Romer et de Frédéric Vidal, nous allons entrer de façon un peu plus pédestrienne, comme on dit, dans le programme. J'aimerais personnellement vous donner une petite rétrospective de la façon dont ce programme s'est mis en place. Et vous verrez que c'est le résultat d'une convergence entre deux mouvements qui étaient plus ou moins indépendants au départ. Et je crois que, enfin, en tout cas, ce sera plus développé par Liora Israël, Pascal Laborier, qui ont joué un rôle essentiel dans cette affaire, et puis par Laura Loyac, dont vous savez désormais qu'elle dirige en fait le programme, et que cette cellule de gens qui sont autour d'elle actuellement à la Sorbonne et au Collège de France en même temps, c'est un petit peu mélangé comme souvent, eh bien, enfin, le Collège de France et la Sorbonne ne sont pas mélangés, mais le Collège de France a quelques locaux à la Sorbonne, voilà. Donc, que Laura donc, joue un rôle, et son équipe joue un rôle essentiel dans la bonne marche du programme PAUSE. En fait, à l'origine, si vous voulez, c'est une mobilisation de la communauté des archéologues après l'assassinat de Khaled al-Assad, l'ancien directeur du site de Palmyre, qui a été décapité, vous vous souvenez, en 2015. C'est la communauté donc, des archéologues qui s'était un peu mobilisée, même fortement mobilisée, et qui avait attiré l'attention sur le sort de nos collègues qui vivent dans des pays géopolitiquement dangereux, c'est le moins qu'on puisse dire, avait attiré l'attention du ministère sur cette question. Et on doit à Pascal Laborier et à Thierry Mandon de s'être saisis en fait de cette question dramatique et d'avoir commandé en 2016 à Liora Israël, qui est toujours, je crois, maître de conférence. Non, tu étais? Bon, voilà, bon, ben, écoute, on fait des progrès, donc c'est bien, il y a des promotions bien méritées. Donc, qui à l'époque était maîtresse de conférence à l'EHESS, un rapport, en fait, sur l'état de la situation, sur les besoins, et en particulier en prenant exemple sur des programmes qui sont des programmes qui existent depuis très longtemps à l'étranger. Sauf qu'il n'y avait pas en France un programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil, alors que des programmes un peu différents, mais néanmoins dont le but est le même, existent aux États-Unis, existent en Angleterre, existent en Allemagne. Et donc, sur la base des comparaisons transnationales, Liora a déposé, a rendu donc au ministre, secrétaire d'État, Thierry Mandon, un rapport sur l'accueil en France des scientifiques en danger et des préconisations pour la création d'un dispositif national. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinairement important et je pense qu'on ne remerciera jamais assez Pascal, Liora et Thierry Mandon d'avoir mis en avant cette nécessité pour notre pays de construire un modèle d'accueil. En tout cas un système d'accueil. Parallèlement, il se trouve que le Collège de France, je dirais au printemps 2016, et en fait, pourquoi le taire dans la perspective d'une élection présidentielle qui s'annonçait pour le mois de juin 2017, comme vous le savez, et dans lequel la question de l'immigration était présente, et en particulier où il existait un véritable risque d'arriver dans notre pays aux responsabilités les plus hautes d'un mouvement d'extrême droite, eh bien, le Collège de France avait décidé de ne pas rester neutre dans cette affaire, et donc de consacrer son colloque traditionnel de rentrée, qui marque la rentrée universitaire au Collège de France tous les ans, à la question que le titre que je vous donne vous illustrer, migration, réfugiés, exil. Il s'agissait, qui a été donc tenu en octobre 2016. Il est l'administrateur du collège à l'époque. On a confié la
programme à Patrick Boucheron. Et nous avons invité un très grand nombre. Dans la veille de ce colloque, on a eu un débat extraordinairement intéressant, en particulier avec le maire de Palerme, dont je me souviens de façon très aiguë des interventions. Et puis le lendemain, et le surlendemain, on a eu deux journées de colloque. D'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai pour la première fois pu écouter François Héran, qui depuis a été élu au Collège de France. Et François Héran, que je remercie parce qu'il tient une parole extrêmement rationnelle. Et chaque fois que nous l'entendons sur les ondes de France Culture, et on n'entend jamais assez, ou même au collège, on n'entend non plus jamais assez, rappelle les faits, rappelle à quel point, en fait, nous, collectivité française, malheureusement, n'accueillons pas suffisamment de migrants, n'assumons pas suffisamment le devoir d'hospitalité qui est le nôtre, et sur la base de ressentis qui ne sont pas justifiés par les chiffres, puisque rapportés au nombre d'habitants, nous ne faisons pas le figure, même au sein de l'Europe, dans le nombre de personnes que nous accueillons et qui sont dans la vie et le travail sont mis en danger. Et cela bien au-delà, évidemment, des seuls scientifiques et des seuls artistes, même si, à ce moment de ce colloque, eh bien, Thierry Mandon m'a dit « Est-ce que je peux ouvrir le colloque ?» Et donc, nous étions extrêmement honorés. Et Thierry Mandon a donc ouvert le colloque, et c'est à ce moment-là que s'est mis en place ce système où c'est le Collège de France qui a porté le programme PAUSE. Et donc, de droit, l'administrateur du Collège de France est président du conseil scientifique du programme. Et puis, il y a un comité de parrainage dans lequel nous avons énormément de collègues qui viennent et qui évaluent et qui participent, en fait, à la façon, au fonctionnement de ce programme. Alors, tout de suite, on a rédigé la convention cadre qui a créé le programme PAUSE. Et là, je pense qu'on peut remercier Denis Despréaux, Marilène Messon-de-Rennes, Laura Loyac, qui ont participé à la rédaction de cette convention, qui a été signée en janvier 2017 par Thierry Mandon, l'administrateur du Collège de France, et par Gilles Pécou, au titre de la mise à disposition gracieuse de locaux par la Chancellerie des Universités de Paris, en tout cas jusqu'à la fin 2020. Et je dois remercier Madame Le Mardelais et la mairie de Paris, parce que c'est eux qui ont permis la rénovation de ces locaux qui étaient en triste état. Et donc, merci beaucoup à la mairie de Paris. Il y a Madame Le Mardelais qui s'est personnellement impliquée, qui fait le plaisir d'être présente parmi nous aujourd'hui. Donc, il y a eu un fonds de souscription. La Fondation de France a joué un rôle très important et très généreux en accueillant les fonds. Il faut remercier la Fondation de France. Et puis, vite, un deuxième million d'euros, puisque M. Mandon était venu avec son premier million, un deuxième million d'euros est arrivé, qui a été fourni par M. Bernard Cazeneuve, à l'époque Premier ministre. D'autres institutions ont fourni, ou d'autres maisons privées, le CNRS, qui a fourni 250 000 euros, et puis un financement d'un poste. Il y a eu l'installation au Collège de France Sorbonne, et puis pas mal de dotations, le ministre de la Culture, le ministre de l'Enseignement supérieur, évidemment, on l'a dit, la Fondation d'entreprise Michelin, la Fondation Bettencourt-Schuller, la Fondation Open Society Institute, l'Agence universitaire pour la francophonie. Et donc, tous ces gens-là et toutes ces organisations ont permis de démarrer le projet dans des conditions tout à fait correctes. Évidemment, le changement de gouvernement n'a pas changé les choses, au contraire, a continué. Et vous avez entendu l'engagement de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Ce sont 2 millions d'euros qui sont arrivés et nous avons donc eu assez d'argent pour postuler au fonds Asile, Migration, Intégration européen, le FAMI, et c'est ainsi que nous avons pu obtenir, nous avons actuellement de quoi faire tourner pas mal le programme, puisque le budget a énormément augmenté. Il est passé de 3 millions en 2017 à 6 millions en 2018, et puis à 10 millions aujourd'hui, 2019-2020. Donc, c'est un programme en pleine expansion. Il nous a permis d'accueillir, on l'a rappelé tout à l'heure, environ 200 personnes, mais aussi avec leur famille, parce que ne vient pas tout seul, forcément. On peut avoir mari, femme, enfant, etc.
Et donc, pas etc. On ne voit pas les petits-enfants. Encore que nous sommes très ouverts au programme Pause, bien entendu. Hein. Donc, et donc, 200 chercheurs accueillis. Il y a eu des renouvellements. Ça, c'est grâce aux familles, on a pu renouveler. Parce que c'est une chose qui est... Il faut comprendre, bien sûr, qu'il y a une dynamique du programme. Donc, il faut que l'ouverture sur les écoles d'art, etc., permette d'enrichir encore le programme. Cette soirée est un petit peu dans cette idée, c'est-à-dire d'associer les sciences et les arts. Mais c'est pas terminé. Il ne faut pas croire que c'est terminé, c'est pas gagné, parce que après 2021, il faudra pérenniser le programme. Je pense que comme dans d'autres pays, je vous ai cité l'Angleterre, l'Allemagne ou les États-Unis, où il y a des programmes de ce type qui sont pérennes, il faut que ce programme devienne pérenne. Et donc, il faudra penser au-delà de cette date limite de 2021, et les choses vont très vite. Donc, c'est un appel à la société civile, d'une certaine façon. Et puis, bien entendu, même si les lauréats du programme Pause peuvent avoir comme ambition ou comme désir de rentrer dans leur pays d'origine pour y développer des activités scientifiques, artistiques, culturelles, au service plutôt... au service, oui, d'une certaine façon, des nations qui les ont vus naître, qui les ont nourris, qui les ont permis de développement culturel. En même temps, beaucoup d'entre eux sont amenés à rester avec nous. Hein. Au fil des générations, évidemment, il y a des migrations. Au fil des générations, les immigrants deviennent des Français de pure souche, si j'ose dire. Voilà, Romer, Heurde, Prochian, tout le monde ne peut pas s'appeler Boucheron. Voilà, donc, d'une certaine façon, nous devons veiller à créer les instruments de l'intégration à plus long terme pour ceux qui le désireraient. Et ça, c'est pas facile. Ça demande vraiment un engagement de la société civile. Et donc, il nous faudra développer ces réseaux dans le secteur privé, dans le secteur public, pour offrir des débouchés de plus long terme, parce qu'un an, 2 ans, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire, cela peut être sérieusement angoissant à l'idée que tout d'un coup, le soutien va s'arrêter, ne va pas se prolonger par une pérennité. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole aux 3 personnes qui ont le plus travaillé sur ces projets, c'est-à-dire Liora, puis Pascal, et Laura, qui nous donnera les résultats et les perspectives de notre beau programme. Et je vous remercie tous d'être venus si nombreux. C'est une vraie joie pour nous.